Alors, symposium Merck, on va appeler Madame le professeur Safia Mimouni du CPMC, qui est le professeur, chef de service d'endocrinologie, diabétologie au CPMC à Alger, pour hypothyroïdie en question. C'est ça? Oui. Alors, après, je pense qu'on aura un court débat parce que le temps est passé. Je remercie les laboratoires Merck donc, de nous permettre de parler d'autre chose que du diabète et de son traitement, et on va parler de la thyroïde. Alors, ils ont voulu que nous participions, donc que l'audience participe, et donc on va essayer de faire un système interactif. Vous pouvez vous connecter via vos téléphones à une plateforme qui va vous permettre de répondre aux questions. Je pense que... Où est le responsable de Merck? Ils ont distribué le mot de passe et le... Voilà. Très bien. Alors, pour ceux qui peuvent scanner, on y va, on scanne. Et pour ceux qui veulent directement accéder à la plateforme via Google, voilà les numéros qui servent de mot de passe. Un peu qui se connecte ou je commence? Oui, il faut commencer. Parce qu'il y a toute une session après. Il y a une dernière session et on est très, très en retard. Voilà, la première image, s'il vous plaît. Donc, l'hypothyroïdie en question. Très bien. Voilà. Alors. Non. Très bien. Voilà. Alors, l'hypothyroïdie est un trouble fréquent de la glande thyroïde dû à une production insuffisante en hormones thyroïdiennes qui sont essentielles au métabolisme de l'organisme. Elle se manifeste à tout âge, mais elle touche préférentiellement les femmes adultes, les sujets âgés et les femmes enceintes où, dans ces catégories de population, elle a des implications spécifiques. Chez l'adulte, il y a divers symptômes tels que la fatigue, la prise de poids, la dépression et une intolérance au foie. Chez la femme enceinte, elle peut affecter le développement fœtal et entraîner des complications obstétricales. Chez le sujet âgé, l'hypothyroïdie est souvent sous-diagnostiquée en raison des symptômes qui, comme on vient de les citer, sont non spécifiques et qui pourraient être attribués au vieillissement. Alors, pour mieux comprendre les particularités de l'hypothyroïdie en fonction des situations cliniques, nous allons donc aborder ce trouble sous forme de cas clinique. Le cas clinique est le suivant. Madame A, âgée de 33 ans, mariée, mère de 2 enfants, n'a pas d'antécédents médicaux particuliers et ne prend aucun traitement. Elle a des antécédents familiaux de diabète de type 1 chez une sœur. Elle consulte pour une fatigue persistante, une prise de poids inexpliquée et des douleurs musculaires depuis plusieurs mois. Elle rapporte également des épisodes de constipation et des troubles de la mémoire. Elle vient donc en consultation avec ses symptômes et ses plaintes, et à l'examen clinique, on note qu'elle a une peau sèche, un visage un peu bouffi et une bradycardie à 60 battements minute. Sa température est à 36 degrés. Le bilan standard a objectivé une anémie et une hypercholestérolémie. Vous êtes tous connectés, hein? La première question est la suivante. Quel est le diagnostic le plus probable? Petit a, l'hyperthyroïdie. Petit b, l'hypothyroïdie. Petit c, le diabète de type 2. Ou bien un syndrome de Cushing. Élémentaire. Vous avez répondu? Hein? En cours. Vous nous gardez le chrono, monsieur de Haddo. Vous nous gardez le chrono. Pardon? Vous nous gardez le chrono, comme ça. Je peux y aller? Il y a pratiquement tout le monde répond hypothyroïdie. Voilà. Donc, très bien, près de la moitié de la salle a répondu hypothyroïdie. C'est effectivement la réponse B. C'est une hypothyroïdie. Les symptômes de Madame A
tels que la fatigue, la prise de poids, la constipation, la peau sèche et même la bradycardie, sont typiques de l'hypothyroïdie, une condition où la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes. La proposition autre, c'était l'hyperthyroïdie, finalement, elle aurait causé des symptômes totalement opposés, c'est-à-dire une hyperthermie, un amaigrissement malgré un appétit conservé, une accélération du transit et une hypersudation et même une tachycardie. Donc ce n'est pas une hyperthyroïdie. Le diabète de type 2 n'explique pas tous ces symptômes et le syndrome de Cushing aurait évoqué une obésité facio-tronculaire plutôt et des vergetures caractéristiques. Alors, l'autre question, c'est quel est l'examen de première intention à réaliser pour confirmer le diagnostic évoqué chez Madame A. Ça monte doucement, doucement. La réponse est dosage de la TSH pour tout le monde. Voilà. TSH. Près de 60% et ça monte encore, donc c'est la réponse juste comme vous avez dû le deviner. C'est que, pardon, non. Je reviens, non. J'ai été trop vite. Dosage de la TSH. 8. Il faut revenir en arrière. Sens, je crois. Attendez. Il faut revenir en arrière. Ah oui, là. Oui. En arrière. C'est un système qu'ils ont dit très pratique, mais alors. Les diapositives théoriques, elles sont en hyperthyroïdie, un double avance. Aktiov. Ah, Eh bien, la réponse 2, c'est effectivement le dosage de la TSH qui est nécessaire et suffisant pour confirmer le diagnostic de l'hypothyroïdie. Le dosage de la TSH, d'après donc les recommandations de l'ANAS, c'est l'examen de première intention pour le diagnostic d'une hypothyroïdie. Il est nécessaire, mais il est aussi suffisant pour confirmer le diagnostic d'hypothyroïdie chez un patient sans maladie générale sévère. Chez eux, ceux qui sont avec une maladie générale sévère, on a besoin d'ajouter la TSH. Quels sont les examens de deuxième intention pour évaluer la sévérité de l'hypothyroïdie? Là, c'est un peu mitigé. Allez-y. Bien que j'ai donné un peu la réponse. Effectivement, donc la 24, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, ils ont deviné que c'était la bonne réponse. Effectivement, le dosage de la T4 libre permet d'évaluer la sévérité de l'hypothyroïdie. Une T4 libre basse indique une hypothyroïdie plus sévère, puisqu'on le voit ici sur la courbe, la norme, normale, moyenne, modérée et bien évidemment, quand elle descend beaucoup, c'est une hypothyroïdie profonde. Le déclin de la FT4 et de la FT3 se fait plus lentement et plus tardivement. Alors, pour nous résumer, TSH et après, seconde intention, T4 et même les anticorps anti-TPO, on va voir tout à l'heure. Quelles sont les étiologies possibles de l'hypothyroïdie chez cette patiente? D'après vous? Alors, vous dites en partie thyroïdite auto-immune. La deuxième proposition, c'était la carence en iode. La troisième, c'est l'hypothyroïdie iatrogène, post-chirurgicale ou post-radiothérapique, tout ce qui détruit la thyroïde en fait. La prise de certains médicaments qui pourraient donc bloquer la synthèse ou l'action des hormones thyroïdiennes. Et toutes ces propositions seraient justes. Alors, c'est
moitié-moitié entre auto-immune et toutes sont possibles. Eh bien, effectivement, toutes les réponses qui vous ont été proposées sont susceptibles de donner une hypothyroïdie. Donc, c'était un petit peu pour vous résumer les causes de l'hypothyroïdie, les causes probables. Alors, quels sont les bilans complémentaires à réaliser pour préciser et confirmer l'étiologie de l'hypothyroïdie chez cette patiente? Donc, on a confirmé l'hypothyroïdie par la TSH, confirmé la sévérité de l'atteinte par la FT4, et maintenant, on veut savoir quelle est l'origine parmi les 4 qui viennent de vous être proposés. On affine le diagnostic, on veut savoir pourquoi ou d'où vient cette hypothyroïdie. Alors, il y aurait l'échographie, vous voulez faire une échographie thyroïdienne pour savoir de quel type il s'agit, un dosage des anticorps antirécepteurs à la TSH ou les TRAC, une scintigraphie thyroïdienne, un dosage des anticorps anti-TPO ou anti-TG, un dosage de la calcitonine ou bien toutes ces possibilités sont à réaliser, donc vous allez en un mot ruiner la patiente. Alors, on avance? Ah ben, ceux qui ont dit toutes sont possibles, c'est un peu... Alors, c'est les anticorps. C'est une femme jeune, c'est une femme, elle est jeune, elle a une hypothyroïdie, eh ben on suspecte d'abord une origine auto-immune. Donc, dosage des anticorps anti-TPO et anti-TG, qui sont généralement présents dans la maladie de Hashimoto, qui est la cause la plus fréquente d'hypothyroïdie auto-immune, et leur présence, s'ils sont positifs, suggère fortement une étiologie auto-immune. Je continue. Quel traitement est indiqué en cas d'hypothyroïdie avérée? Premièrement, la lévothyroxine, les antithyroïdiens de synthèse, les corticostéroïdes, ou bien un régime hypocalorique et une activité physique. Bien entendu, vous avez raison, on va suppléer et donc ou pallier un manque en hormones thyroïdiennes, puisque la thyroïde ne fonctionne pas, elle ne sécrète pas assez d'hormones thyroïdiennes malgré une stimulation importante par la TSH, la FT4 étant basse. On va aider la patiente en lui apportant de la lévothyroxine. Quelle est la dose? L'insuline, non. Attends, on a passé, c'est un autre volet. Quelle est la dose initiale de lévothyroxine à administrer? 1,6 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour, 50 microgrammes par jour indépendamment du poids, 2,5 microgrammes par kilo de poids corporel par jour ou 100 microgrammes par jour en fonction de l'âge. Oui. Donc, good. 1,6 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Cette dose est généralement recommandée comme point de départ pour le traitement de l'hypothyroïdie chez les adultes. Les doses après peuvent être ajustées en fonction de la réponse clinique et par la suite du contrôle de la TSH. Puisqu'on est parti d'une TSH élevée, plus on va donner d'hormones thyroïdiennes, plus elle est censée diminuer et revenir à la normale, puisqu'elle n'aura plus de raison de stimuler une thyroïde qui ne fonctionne pas. Alors, en fonction de quels critères la dose de lévothyroxine est-elle déterminée? Le poids corporel et l'âge du patient, les résultats des examens de la fonction hépatique, les antécédents médicaux du patient ou bien les symptômes cliniques présents et les niveaux de TSH. Très bien. Effectivement, poids corporel et âge du patient, la dose de lévothyroxine est généralement calculée en fonction, comme on vient de le voir, du poids et par la suite de l'âge, parce qu'on ne donnera pas, ici on a une patiente qui a 33 ans, mais on verra qu'avec l'âge, les doses sont différentes, car ces facteurs influent les besoins hormonaux. Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par la lévothyroxine? Une tachycardie et des palpitations, une hypotension artérielle, une hyperglycémie, des nausées et des vomissements, ou bien une bradycardie.
effectivement, comme on l'a vu, si on donne beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes, on va créer une hyperthyroïdie iatrogène. Puisqu'on lui donnera plus d'hormones thyroïdiennes qu'elle n'a besoin, eh bien, elle va nous faire l'inverse, c'est-à-dire tachycardie, palpitation, si on augmente les autres doses d'hormones thyroïdiennes. Et ce sont des symptômes de surdosage qui doivent être donc pris en considération. L'hypotension, la bradycardie et l'hyperglycémie ne sont pas des effets secondaires typiques de la lévothyroxine. Nausées et vomissements sont rares, mais enfin, ils peuvent apparaître si le médicament n'est pas bien toléré chez certaines patientes. Quels sont les conseils à donner aux patients ou à la patiente, puisqu'il s'agit d'une femme, lors de la mise en place du traitement? Est-ce qu'on lui demande de prendre le médicament le matin à jeun 30 minutes avant le petit déjeuner, de prendre le médicament le soir avant le coucher, d'associer le traitement avec un repas du calcium et du fer, ou bien ne pas prendre le médicament en cas de fièvre? Très bien, c'est la bonne réponse. J'avance. Prendre le médicament le matin à jeun pour garantir une absorption optimale, car la présence de nourriture dans l'estomac peut interférer avec son absorption. Et la prise le soir peut entraîner des variations de concentration hormonale. Il est donc recommandé également d'éviter de prendre du calcium et du fer, car ils peuvent diminuer l'absorption de la lévothyroxine. Et le traitement, si elle a une infection, au contraire, son métabolisme de base va augmenter pour lutter contre l'infection. Il n'y a aucune raison d'arrêter, donc même en cas de fièvre, la prise habituelle de lévothyroxine, même qu'on peut lui demander de majorer un petit peu, même en hiver quand il fait froid, on peut leur demander de majorer un petit peu la dose. Quelles sont les conséquences possibles d'une hypothyroïdie non traitée? Est-ce que c'est un retard de croissance chez l'enfant, une fatigue chronique et une faiblesse musculaire, une perte de poids, une bradycardie, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, une démence du déclin cognitif ou un coma myxœdémateux? Si on ne lui donne pas la bonne dose. Tout à l'heure, on a vu si on lui donne trop d'hormones thyroïdiennes. Maintenant, si on ne lui donne pas assez. Eh bien, effectivement, il y a plusieurs conséquences, comme celles qui viennent d'être citées, qui pourraient donc survenir si jamais on ne lui donne pas assez d'hormones thyroïdiennes. Alors, on continue avec notre patiente, puisque quelques semaines plus tard, elle a un retard de règles, elle fait un test de grossesse et elle découvre qu'elle est enceinte. Donc, elle change de situation. Quelle est la première étape à suivre lorsqu'une femme hypothyroïdienne est enceinte? Premièrement, est-ce qu'on augmente immédiatement la dose de lévothyroxine de 25 à 50%? Est-ce qu'on arrête le traitement jusqu'à la confirmation par le taux de TSH? Est-ce qu'on maintient la dose actuelle et on recontrôle la TSH dans 6 mois? Est-ce qu'on diminue la dose de lévothyroxine en raison des modifications hormonales pendant la grossesse? Pourtant, il y en a qui ont répondu la C, il y en a qui ont répondu la D. Mais il y en a beaucoup plus qui ont répondu donc la A, c'est-à-dire, en tout cas le tiers au moins, très bien, c'est-à-dire on augmente la dose. Alors, l'American Thyroid Association demande, en dehors de cette situation, de cette réponse directe à la question, de faire un dépistage ciblé, comme on a vu tout à l'heure un dépistage pour le diabète gestationnel, on fait un dépistage ciblé devant une femme si elle a par exemple une hémithyroïdectomie. Elle a bénéficié d'une chirurgie thyroïdienne, donc elle est susceptible d'avoir la moitié d'une thyroïde qui peut-être ne va pas fonctionner. Donc on dépiste une hypothyroïdie pour essayer de substituer avant même la grossesse. Un antécédent d'irradiation thyroïdienne ou cervicale pour autre chose, des preuves d'auto-immunité, c'est-à-dire qu'au cours d'un bilan antérieur, on a retrouvé des anticorps, des antécédents personnels ou familiaux de pathologies auto-immunes et de pathologies thyroïdiennes, un goitre ou un traitement antérieur par des antithyroïdiens de synthèse, un traitement à effet thyroïdien potentiel, c'est-à-dire de l'amiodarone, du lithium ou l'injection de produits contraste iodés qui vont bloquer donc la thyroïde, une infertilité antérieure, une femme âgée de plus de 33 ans, un diabète de type 1, des antécédents de fausse couche ou d'accouchement prématuré ou de multiparité, une patiente vivant
en zone de carence iodée et une femme obèse qui a un BMI supérieur à 40 kg par mètre carré. On voit bien que la liste est assez longue et le dosage de la TSH, dans ces cas-là, est recommandé chez toute femme enceinte ou en programmation de grossesse si elle présente un des facteurs de risque suivants. Alors, est-ce que notre patiente en avait de ces facteurs de risque? Vous vous rappelez un petit peu la première vignette? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a plus de 30 ans. Elle avait une sœur qui avait un diabète de type 1, n'est-ce pas? Donc, elle a déjà deux facteurs. Alors, effectivement, donc la réponse de tout à l'heure à notre question, au-delà donc de la prévention de l'American Thyroid Association qu'on vient de voir, c'est d'augmenter immédiatement la dose de lévothyroxine de 25 à 50% de la dose initiale, parce que les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent dès le début de la grossesse en raison de l'augmentation de la production